par le nombre de vues qu'on a sur le site, moi, je ne sais plus quoi faire. Cet effort de réhabilitation des bailleurs sociaux isérois peut se résumer en quelques chiffres. Donc, on avait 2000 logements réhabilités par an avec des baisses de consommation qui peuvent aller jusqu'à 40%, avec une conséquence positive. Il y a seulement aujourd'hui 3% en Isère de logements en étiquette F et G dans le logement social, contre 18% dans le parc privé. En complément de ces réhabilitations thermiques, les bailleurs ont développé de multiples actions qui contribuent également fortement à l'objectif de maîtrise des charges. Alors aujourd'hui, vous comprenez qu'il n'est pas question de faire le tour exhaustif de l'ensemble de ces actions, mais plutôt d'illustrer par quelques exemples représentatifs ce que mettent en place les bailleurs sociaux de l'Isère. Ce qui les caractérise notamment, c'est leur proximité avec les habitants. Les équipes de terrain réalisent un travail d'accompagnement et de sensibilisation des locataires, des sensibilisations aux éco-gestes, les éco-appartements témoins, les outils pédagogiques, les défis à les familles à énergie positive, appuyés par de multiples partenariats, les associations, les agences de l'énergie, du climat, les collectivités. Et donc maintenant, avec Jean-Jérôme Calvier, qui est le directeur exécutif d'Ulysse Énergie, j'ai le plaisir de vous présenter un exemple de ces partenariats fructueux. Je vais commencer par une petite présentation. On va peut-être parler, tu peux passer la diapo suivante. Donc, la SDH est investie dans une démarche RSE qui est reconnue depuis 2019 avec l'atteinte du niveau exemplaire selon le référentiel AFAC 26000. Et cette démarche d'amélioration continue, elle invite la SDH à explorer des champs de performance économique, la sobriété énergétique et les comportements sociétaux. Les équipes ont assez vite constaté que l'efficacité des améliorations thermiques était limitée par le comportement des habitants. Les mauvaises aérations, le bouchage des ventilations, les mauvais réglages des températures, etc. Donc la question, c'était alors comment sensibiliser efficacement les locataires aux gestes éco-responsables et leur permettre de faire des économies. C'est cette question qui est devenue d'autant plus prégnante aujourd'hui avec la hausse des cours de l'énergie. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Ulysse Énergie? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Donc, Ulysse Énergie est une association conventionnée entreprise d'insertion par la direction du travail en Isère et qui est spécialisée depuis plus de 10 ans dans l'accompagnement de ménages en précarité énergétique. Cet accompagnement est réalisé par des salariés qui sont eux-mêmes en parcours d'insertion professionnelle, qui sont formés, accompagnés dans l'emploi et qui proposent différents types de dispositifs, dont Solénie qui effectivement est le premier accompagnement qu'on a développé pour faire les diagnostics sociotechniques des usages de l'eau et de l'énergie dans les logements. On a développé aussi des ateliers en partenariat avec des bailleurs sociaux. Et puis en 2020, on s'est effectivement retrouvé avec la SDH pendant la période du confinement pour inventer un nouveau dispositif d'accompagnement à distance pour un certain nombre de locataires. Voilà. Et donc oui, quand on s'est rapproché en 2020 pour créer le MOOC locataire en transition, on souhaitait à travers cette opération que les locataires puissent acquérir les gestes éco-responsables. Mais par définition, un geste éco-responsable, ça signifie agir en responsabilité, c'est-à-dire comprendre, prendre conscience et agir volontairement. Donc l'objectif, c'était que le locataire il comprenne sa consommation d'énergie et le fonctionnement des équipements et son logement, et qu'il trouve les moyens d'agir. Donc avec ce MOOC, les foyers peuvent devenir acteurs de leur transition énergétique et écologique. Et puis, c'est toujours mieux de le rappeler, mais ce service était entièrement gratuit pour le locataire. Et il s'inscrit dans la tradition d'innovation de la SDH. Il poursuit un engagement d'aller vers le locataire, de l'accompagner. Et avec ce MOOC, la SDH a trouvé une alternative aux animations collectives qu'on avait en pied d'immeuble ou en porte-à-porte, ou ce qu'on avait avec le camping-car de la SDH, le SDH mobile, qui malgré tout, ils montrent leurs limites en termes d'attractivité. Donc, le partenariat avec Ulysse Énergie s'est construit dans un esprit gagnant-gagnant afin que chacun puisse y trouver son intérêt. D'ailleurs, Jean-Jérôme, pour vous, qu'est-ce que ça a apporté? Alors pour nous, c'était une nouvelle palette dans les dispositifs que portait l'association. La première, c'est de poursuivre effectivement notre mission, qui est le projet social de la structure de lutte contre la fracture énergétique. Le deuxième qui nous importe au même ordre, c'est effectivement le développement des différents champs de compétences des conseillers énergie qui sont en parcours d'insertion, qui ont des contrats d'insertion, afin de développer leur employabilité. Et puis on fournira quelques chiffres
dans les diapos suivantes. C'était d'ancrer le partenariat historique qu'on avait effectivement avec la SDH, puisqu'on coopérait ensemble depuis 2013, notamment sur la thématique au départ de la gestion des charges liées à l'eau. Et puis voilà, on est bien dans l'idée de contribuer effectivement à l'innovation sociale au global et à l'enrichir effectivement par une mise en œuvre d'actions concrètes à distance. Donc, sur les différents thèmes qu'on a abordés, hein, la SDH a choisi, on a proposé différentes campagnes hein, en fonction des territoires, réaliser des différents travaux. Le MOOC, lui, il aborde 4 thèmes. Et puis, il y avait le premier thème qui était les économies d'énergie, naturellement, Jean-Jérôme. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, là, c'est lors de 8 rendez-vous en fait, téléphoniques qu'on cale avec les locataires. Chaque rendez-vous étant d'une durée d'environ 30 minutes par semaine. L'idée, c'est d'être interactif, effectivement, avec les ménages et de leur proposer plusieurs petits challenges sur la meilleure maîtrise, notamment de leur chauffage, hein, pour effectivement qu'ils puissent s'engager sur une meilleure, par exemple, régulation, une meilleure gestion des absences et des nuits. On travaille aussi beaucoup l'électricité spécifique, hein, tout ce qui est lié à l'éclairage, tout ce qui est lié au poste froid, tout ce qui est lié à la cuisson, tout ce qui est lié à l'électroménager, au multimédia, et puis des petits challenges aussi très efficaces sur tout ce qui concerne l'eau froide et tout ce qui concerne l'eau chaude sanitaire. La SDH a choisi aussi d'aborder le tri des déchets en évoquant les 5 flux de déchets, les ordures ménagères, le tri sélectif, les encombrants, les déchets alimentaires et le recyclage du verre. Ces rencontres, elles permettent aussi de rappeler une série de bonnes pratiques hein, sur l'entretien du logement, le fonctionnement des équipements, les différents services offerts par les entreprises en contrat et l'ensemble des moyens de communication avec les SDH, le téléphone, le courriel, le chat, les extranets locataires, etc. L'objectif, c'est de rendre le locataire, comme je l'ai dit tout à l'heure, autonome et responsable. Et donc, les équipes de SDH, elles en profitent aussi pour vérifier avec le locataire les éléments de sécurité de son logement. Donc, après 2 années de fonctionnement en plein Covid, on peut réaliser déjà un premier bilan. Cette opération, elle a été lauréate à l'Innov et a bénéficié du Fonds social de l'innovation par la CG2LS. On avait 84 locataires qui sont inscrits auprès du Lycée Énergie hein, depuis 2020. On en a 38 seulement qui ont abandonné suite au premier contact. Il y a 15 MOOC qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés avant le 4e rendez-vous. Et 22 MOOC qui, eux, ont abouti. Ils sont poursuivis donc après le 4e. Jean-Jérôme, vous nous expliquerez pourquoi on parle du 4e, hein, d'ailleurs, justement. Et puis, 9 MOOC sont encore en cours et on a une nouvelle campagne qui vient d'être lancée. Jean-Jérôme, pour vous, pour Ulysse, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme élément positif? Alors, les éléments positifs pour nous, effectivement, en tant que structure d'insertion, c'est le nombre de salariés effectivement, qu'on a pu former à ce nouveau mode d'accompagnement hein, qui sort un petit peu de ce qu'ils avaient l'habitude de faire à travers des visites à domicile. Donc, alors là, ce n'est pas 8%, mais c'est 8 salariés, hein, sachant que l'équipe, elle est à un moment donné figée sur 5 équivalents temps plein. Donc, on aura au fil de l'eau entre 5 et 6 salariés en parcours. Et ce qu'il y a noté, c'est que ça a vraiment développé des compétences en termes de relationnel, en termes de suivi effectivement dans le temps d'un certain nombre d'objectifs. Et aujourd'hui, on a atteint des objectifs de sortie dynamique vers l'emploi de plus de 80%, ce qui sont des taux excellents effectivement en termes de compétences transférables dans d'autres domaines pour les salariés en parcours. Par rapport au MOOC, effectivement, on aboutit. L'idée, comme je vous le disais, on essaye d'avoir 8 rendez-vous téléphoniques. Donc, si effectivement on voit que le locataire, entre guillemets, s'épuise un petit peu dans la durée et qui souhaite effectivement arrêter en cours de route, on comme un accord, effectivement, à la moitié en fait du programme, on décide de ne pas poursuivre. C'est pas considéré comme un échec, c'est simplement de se dire à un moment donné, voilà, on a de manière tout à fait consensuelle décidé que voilà, on avait entre guillemets atteint les objectifs et qu'on n'avait pas besoin d'aller plus en détail sur certains sujets. Voilà. Et donc, ces résultats, ils sont positifs hein, pour Ulysse Énergie, aussi pour la SDH, qui nous invite à poursuivre les efforts. Les équipes du MOOC, elles affinent à chaque fois chaque campagne et on affine les pratiques et on se professionnalise les dispositifs pour les rendre à chaque fois plus efficaces. Donc, on espère pouvoir faire encore de nombreuses campagnes.
Merci Jean-Jérôme Calvier de m'avoir accompagné sur ce MOOC. Après, On va, on va passer maintenant à la seconde présentation. Au-delà de la seule préoccupation énergétique et écologique, le pouvoir d'achat des locataires, il est depuis longtemps une préoccupation des bailleurs sociaux. Les bailleurs agissent notamment par des actions concrètes comme le repérage et le traitement des situations de précarité énergétique des locataires, les démarches d'achat groupé d'énergie, la réalisation de comparatifs qui favorisent des tarifs compétitifs et donc des économies, et les démarches d'autoconsommation collective. On vous propose maintenant de faire un zoom sur deux démarches représentatives de ce qui se fait chez les bailleurs sociaux isérois. On accueille maintenant Perrine Jolivet, chef de projet proximité chez Actif, et Audrey Chembry, qui est directrice innovation stratégie communication à Alpes Isère Habitat. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Je me joins à ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter un dispositif dans lequel Actis s'est engagé depuis 2015 comme d'autres bailleurs isérois concernant la précarité énergétique sur le territoire, à la fois sur le territoire de Grenoble avec le CCAS de Grenoble et sur le territoire du département de l'Isère via le PIG. Donc une plateforme de précarité énergétique s'est créée dans le département. Au niveau du CCAS, ils sont devenus SLIM, c'est Service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie, c'est un label national. Pour vulgariser et faire assez simple, les 4 grandes étapes de ce dispositif, c'est tout d'abord le repérage, qui est un des grands enjeux pour le fonctionnement de ce dispositif. Donc, repérer les ménages qui se retrouvent en situation de précarité énergétique, qu'ils en soient conscients ou non d'ailleurs, et les orienter vers le réseau de prescripteurs. Donc, ça peut être au travers de GEG, les travailleurs sociaux, donc directement le CCAS parfois, les bailleurs, la DIL ou d'autres partenaires. Suite à cette orientation, il y a un premier diagnostic social et technique qui a lieu. Donc, j'insiste aussi sur le volet social, on n'est pas que sur une approche technique sur ce sujet-là, avec un rendez-vous, puis une visite à domicile, soit par l'assistante sociale du CCAS, soit par Ulysse Énergie, en fonction des ressources des ménages. Donc, ils établissent, suite à cette visite, un rapport de visite assez complet sur à la fois les consommations via les factures des ménages, mais aussi via les usages des logements, qui nous donne une cartographie un petit peu de ce qui se passe dans le logement. Et en fonction de ce qui ressort de ce diagnostic, il y a une orientation vers le réseau de partenaires. Il y a aussi tout un volet médiation avec le bailleur. Moi, je suis en échange quotidien avec le CS de Grenoble sur des situations. Et donc ensuite, soit on mobilise le propriétaire, c'est quelque chose qui relève du propriétaire, soit on rappelle les obligations locatives. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'il y a un suivi dans le temps. On ne fait pas juste un rapport de visite et puis il ne se passe plus rien. Derrière, les assistantes sociales continuent à recevoir régulièrement le locataire pour voir aussi bien côté médiation bailleur si tout se passe bien et si les choses avancent, et si eux, ils ont pu changer les habitudes au sein de leur logement. Je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour vous donner quelques chiffres, en 2021, il y a 260 personnes qui ont été reçues. J'ai mis tout confondu puisque la plateforme ne reçoit pas que des locataires Actis et pas que des locataires d'ailleurs du logement social, il y a aussi parfois du parc privé. Et 75% des locataires reçus ont été orientés vers un diagnostic socio-technique. Il y a eu une augmentation de 36% des personnes reçues en 2021. On voit qu'il y a de plus en plus de besoins, dont 54% dans le parc public. Donc on voit aussi qu'il y a quand même une forme d'équilibre entre le parc public et le parc privé, et que ces problématiques-là, elles touchent bien évidemment pas que le parc public. Les grands objectifs de ces diagnostics, c'est sensibiliser les locataires aux économies d'énergie et les accompagner dans leur maîtrise de leur consommation et du coup de leur facture d'énergie. Lors de ces visites, ils installent des matériaux économes dans les logements, des mousseurs, un certain nombre de petits matériels qui peuvent permettre de faire des économies. Ça peut permettre aussi d'effectuer des petits travaux de confort thermique et les orienter vers d'autres dispositifs d'aide ou d'intervention. J'ai insisté tout à l'heure sur le volet social des visites.
On n'est pas que sur l'énergie, on essaye de traiter un petit peu les difficultés des ménages dans leur globalité. On les accompagne dans leur démarche et on les soutient s'il y a besoin d'actions de médiation. Donc, comme vous le voyez sur la diapo, il y a un grand réseau de partenaires pour accompagner les ménages et un vrai comité de pilotage autour de ça qui permet de faire le lien entre les différentes structures. Si on peut passer à la diapo suivante. Les atouts pour le bailleur, il y a des coûts évités, donc des frais liés aux impayés ou les retards de loyer ou les charges. C'est un vrai partenariat fort qu'on a avec le CCAS dans l'accompagnement des ménages face aux difficultés de paiement du loyer ou des charges. Je m'excuse, j'ai ma voix qui brille un peu, je suis un peu malade. Sur le volet gestion du patrimoine, ça nous permet de repérer et prévenir le vieillissement prématuré du bâti lié à un mauvais usage. On se rend compte parfois que des bâtiments qu'on pensait corrects côté bailleur, en raison de mauvais usages à l'intérieur du logement, il y a certains logements qui se sont dégradés très très vite. Et les bailleurs, on n'est pas tous les jours au domicile de nos locataires. Donc, il y a une vraie plus-value sur ces visites à domicile par Ulysse ou le CCAS pour soulever un certain nombre de problématiques. Et donc, accompagner aussi avant, pendant et après la réhabilitation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de ménages qui se retrouvent en situation de précarité énergétique post-réhabilitation. Donc, côté bailleur, on se dit, c'est bien, nous, on a réhabilité nos logements, tout va bien se passer. Mais non, parce que la réhabilitation, elle peut nécessiter des changements d'habitude et d'usage. Et certains ménages se retrouvent en situation de précarité énergétique suite à ces réhabilitations qui auraient dû leur apporter un réel confort. Et sur le volet lien social, on a un tiers neutre, ici le CCAS, pour le repérage et la relation de proximité qui permet de mettre du lien parfois entre le bailleur et le locataire, améliorer la qualité de vie du locataire et l'aider à s'approprier son logement, le volet médiation que j'ai déjà évoqué, et l'accès aux droits. Bonjour à tous, je vais vous présenter des nouveaux services qui sont proposés par les bailleurs sociaux. Donc Alpizer Habitat a, dans le cadre de sa qualité de service, décidé de proposer des services aux locataires, donc soit à l'entrée dans les lieux, qui est un moment clé pour nous dans la relation avec le locataire, soit tout au long du bail, voire même dans certains cas lors du déménagement. Les objectifs sont d'offrir plus que de l'habitat et d'augmenter la satisfaction des locataires en étant à la fois dans une logique de prévention, je pense par exemple au fait de proposer une assurance habitation, d'augmenter le pouvoir d'achat des locataires en leur proposant des services au meilleur moment, au meilleur prix et le plus adapté à leurs besoins, ou de simplifier leurs démarches administratives lors de l'emménagement ou du déménagement. Dans le cadre de ce catalogue de services, 2 catalogues concernent spécifiquement la maîtrise de l'énergie. Une première démarche d'achat groupé d'énergie qui a été menée en interbailleur et une deuxième démarche qui est propre à Alpizer Habitat de comparaison d'abonnements d'énergie. Si l'on regarde plus particulièrement la démarche d'achat groupé d'énergie, c'est une démarche qui a été lancée par 2 fois sous forme de campagne, en 2018 pour une application en 2019 et en 2020 pour une application en 2021, dans le cadre de notre association régionale HLM, Laura HLM, où des bailleurs sociaux volontaires de la région ont mené cette démarche d'achat groupé qui concernait le gaz et l'électricité, accompagné d'un prestataire spécialisé dans ces démarches donc, de consultation à grande échelle qui s'appelait Selectra. On est bien là dans le cadre d'une démarche collective interbailleurs, mais l'objectif, c'était bien de diminuer la facture énergétique individuelle des locataires, de leur redonner du pouvoir d'achat et donc par là même de lutter contre la précarité énergétique. Ces campagnes se sont déroulées de la façon suivante. On commence d'abord par une communication auprès des locataires, les informant de la démarche, qui leur permet de se préinscrire et qui donnera aux candidats à la consultation qui est lancée donc, auprès des fournisseurs d'énergie une idée de la volumétrie et de l'intérêt des locataires concernés par cette démarche d'optimisation de leur contrat d'énergie. Cette consultation donne ensuite lieu à la sélection de fournisseurs. Les locataires sont ensuite informés des contrats qui sont proposés, ainsi que bien évidemment des tarifs. Et ils ont ensuite le choix de souscrire ou pas. Bien évidemment, c'est une démarche entièrement volontaire.
Le rôle du bailleur, une fois la démarche de consultation réalisée auprès des fournisseurs d'énergie, c'est d'informer les locataires. Et la souscription, elle est réalisée directement par le locataire auprès du fournisseur sur un canal dédié. On offre des garanties et des engagements aux bénéficiaires. Alors, je parle de locataires, mais plus généralement, le service s'adresse aux locataires, aux propriétaires, aux professionnels qui occupent nos locaux d'activité qui sont présents dans notre immobilier d'entreprise, ainsi que de nos salariés au titre de ce que l'on appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire que l'on considère qu'on ne peut pas être un prescripteur d'un service auprès des locataires si nous-mêmes, en tant que salariés, nous n'en sommes pas bénéficiaires et n'en connaissons pas parfaitement le fonctionnement. Donc, parmi les engagements, je le disais, il y a le tarif qui est censé être inférieur, qui est inférieur au tarif réglementé et qui est fixe pendant une durée déterminée, qui est fixée en général à 1 an et qui permet au locataire de faire des économies. Des prestations identiques, il n'y a pas de rupture de service en cas de souscription, pas d'engagement de durée pour le locataire, pas de démarche de changement d'abonnement, c'est entièrement pris en charge par le fournisseur d'énergie. Le service est bien entendu, et ça a été le cas sur les autres services précédemment présentés par mes collègues, sont entièrement gratuits pour le locataire. La souscription peut être soit téléphonique, soit digitale. Il y a un service dédié auprès du comparateur d'énergie. Et en général, systématiquement, on leur propose le choix entre une offre classique et une offre verte. L'offre classique étant plus intéressante économiquement que l'offre verte. Le bilan sur ces 2 campagnes est le suivant. Entre 16 et 19 bailleurs ont participé à la campagne. On a eu environ 1000 locataires préinscrits avec un taux de transformation de 15%. Donc, 1600 locataires ont souscrit un nouveau contrat d'énergie sur la première campagne et 673 lors de la deuxième campagne. L'économie générée étant plus importante sur la deuxième que sur la première, les tarifs d'énergie ayant augmenté entre-temps. Et un élément intéressant à noter, c'est que bien qu'économiquement moins intéressantes, les offres vertes ont malgré tout été assez plébiscitées de la part des locataires puisque près de 40% ont fait le choix de souscrire une énergie verte. Deuxième service proposé, il s'agit d'un comparateur d'énergie puisque là, nous ne sommes pas dans le cadre d'une campagne. Ce service est proposé de façon pérenne. Et nous proposons à nos locataires de comparer l'ensemble de leurs contrats, qu'il s'agisse des contrats de téléphonie, d'Internet, mais également d'énergie, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, que ce soit au moment clé de leur emménagement, de leur déménagement, mais également tout au long de la vie du locataire. Le principe est le suivant, nous mettons en relation le locataire avec un prestataire indépendant qui est chargé de comparer les offres existantes et de les proposer aux clients. L'objectif, c'est d'avoir une offre qui est optimisée, qui correspond à l'instant T aux meilleurs besoins du locataire. Là encore, les engagements sont de même nature que précédemment. Le service est gratuit. Il est simple et sans engagement. Le prestataire est l'interlocuteur unique du locataire pour réaliser toutes les démarches, mais le locataire est entièrement libre de souscrire ou pas. Le service est rapide puisque le locataire donne une fois l'ensemble de ses coordonnées, l'ensemble de ses informations liées à son logement, au nombre de personnes qui l'occupent, à ses besoins. Et le prestataire se charge de comparer les offres existantes et de les soumettre pour avis au locataire. Et le prestataire est l'interlocuteur privilégié en cas de problème avec le fournisseur d'énergie. Ce service existe chez nous depuis le mois de janvier, donc les chiffres que je vais vous donner couvrent la première partie de l'année jusqu'au mois d'octobre. Nous avons réalisé 261 mises en relation. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les mises en relation sont faites à l'initiative de plusieurs personnels chez nous, les conseillers de proximité, les conseillères clientèle, les conseillères en économie sociale et familiale. 196 prises de contact ont été dites qualifiées, ont donné lieu à 132 contrats souscrits, soit un taux de transformation de 51%. Si l'on veut tirer les enseignements de ces 2 démarches, j'aurais envie d'aborder 2 sujets avec vous, les limites et les points de vigilance et les facteurs clés de succès. En ce qui concerne les limites et les points de vigilance, nous sommes très attentifs au fait que cette démarche ne soit en aucun cas perçue par nos locataires comme une démarche marketing abusive et intrusive. Donc, il n'y a jamais de communication directe ni de démarchage des fournisseurs directement auprès des locataires. De toute façon, la loi nous l'interdit, on ne pourrait pas communiquer les coordonnées des locataires à des tiers. Donc, il n'y a pas de démarchage commercial et il n'y a pas de communication trop intrusive, c'est-à-dire que nous faisons l'information auprès du locataire. Il est libre ensuite de souscrire ou pas ce service. La souscription à ces services, elle est émergente, c'est-à-dire que le locataire découvre cette facette des services que l'on peut lui proposer et cette partie de notre métier.
Les locataires qui habitent des communes qui sont en régie municipale ne peuvent pas bénéficier de cette offre. Donc, ça crée une petite rupture d'égalité de traitement entre nos locataires. 18 communes sont concernées en Isère. Donc, ce sont celles qui sont en régie municipale. Et puis, un paradoxe, c'est que alors que le contexte actuel rendrait particulièrement intéressantes ces offres, les fournisseurs d'énergie actuellement n'arrivent plus à proposer des tarifs aussi attractifs que dans les 2 précédentes années. Certains même ont fait faillite. C'était pour la plupart ceux qui proposaient les tarifs les plus offensifs. Dans les facteurs clés de succès auxquels nous sommes particulièrement attachés, il y a la gratuité. Ça, on l'a dit à de nombreuses reprises. Il est important pour nous que ces services soient mis à disposition gratuitement pour le locataire. La liberté, c'est-à-dire que l'on insiste aussi, le locataire, il est libre de souscrire complètement ses offres et de se désengager à tout moment. Certains bailleurs qui proposent de l'assurance habitation ont fait le choix de le proposer systématiquement à leurs locataires. Ce n'est pas notre cas. C'est une démarche libre et consentie et qui se fait directement entre le locataire et le fournisseur. La démarche est simple aussi. On tient à ce que les parcours d'inscription et de souscription soient simples. On est très vigilant au parcours client. L'accessibilité, le parcours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se fait soit par téléphone, soit par Internet. Il n'est pas question que la fracture numérique soit un frein à la souscription à ce type de service. Et sur le comparateur de contrats, nous proposons même 7 langues différentes de souscription. Et puis le choix, le locataire a toujours le choix entre plusieurs offres. Voilà, il peut comparer des offres. Donc pour nous, l'ensemble de ces services témoigne de l'attention particulière qui est donnée aux locataires, et elle est particulièrement appréciée par les locataires qui en bénéficient. Et on voit que progressivement, les locataires se familiarisent avec ce type de démarche et deviennent de plus en plus souscripteurs. Merci Perrine, merci Audrey. Et donc pour la prochaine intervention, vous allez découvrir la montée en compétences des bailleurs isérois sur les questions énergétiques. Ils n'ont pas attendu la crise pour créer de nouveaux métiers et embaucher depuis 10 ans de nouveaux professionnels, par exemple des chargés de mission énergie, des économes de flux, véritables virtuoses des contrats énergétiques. Ils travaillent pour optimiser les consommations énergétiques des bâtiments et limiter les impacts sur les quittances de loyer. Je vous propose donc d'écouter maintenant Karine Renard, responsable patrimoine à Pluralis, et Anthony Vincent, responsable maintenance à Alpes Isère Habitat. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le contexte et la chronologie dans lequel, pourquoi on s'est inscrit dans le recrutement d'économes de flux au sein des bailleurs d'Alpes. Tout d'abord, ça s'inscrit suite au Grenelle de l'environnement. La diminution des consommations d'énergie dans le parc immobilier est inscrite comme une nécessité au niveau du logement et concourt à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur toute la France. Le parc immobilier représente à peu près 20% à cette époque des émissions de gaz à effet de serre. En 2010, les institutions comme l'ADEME et plusieurs régions de France soutiennent le recrutement des techniciens de ce type de questions sur l'énergie. Et donc, le poste d'économe de flux répond à ces enjeux de transition énergétique. Les premiers recrutements chez les bailleurs ont lieu entre 2010 et 2014 et se sont complétés jusqu'à nos jours, puisque désormais ces emplois sont pérennes et permettent d'instaurer une véritable culture de sobriété énergétique. Et on voit bien qu'à l'heure où aujourd'hui on parle de plus en plus de cette sobriété énergétique, les bailleurs n'ont pas attendu 2022 pour se mettre dans cet ordre de marche. Alors, je prends le relais. Donc, effectivement, ces postes sont apparus chez les bailleurs dans les années 2010, pour la plupart. C'est des métiers, les gens ont des formations spécifiques au niveau de l'énergie, de la thermique du bâtiment. D'abord, axé beaucoup sur les axes du coup métiers techniques avec l'accompagnement au montage d'opérations, c'est-à-dire tout ce qui va être en amont d'un choix constructif, d'une réhabilitation, pour que le montage, la réalisation se passe au mieux et réponde aux attentes des programmes. L'accompagnement des réceptions des systèmes, beaucoup de temps passé là-dessus. En fait, ça reste un vrai sujet. C'est-à-dire aujourd'hui, on passe encore beaucoup de temps sur le fait de réceptionner un équipement qui soit réglé comme il doit être réglé pour bien fonctionner. Ça peut paraître étonnant, mais il y a toujours ce travail-là qui est nécessaire aujourd'hui.
Bien sûr, le suivi des performances énergétiques, ça a demandé plus de structuration, puisque du coup, récupération des données, organisation propre à chacun des organismes pour pouvoir le mettre en œuvre. Et puis, bien sûr, la question de la sensibilisation à l'énergie. Sur ces différents axes, les bailleurs ont travaillé de concert avec différentes associations, en particulier sur ces aspects techniques au démarrage, donc les associations, les points info énergie, qui étaient l'ALEC et la GEDEN, autour de 2 axes, la sensibilisation locataire, donc des animations spécifiques lors de réception, pour expliquer en fait les fonctionnements des systèmes qui étaient à disposition dans les logements, de l'accompagnement technique pour monter en compétences aussi. On a développé tous des partenariats avec différents organismes. Alors là, on a cité en particulier l'INES, qui est en fait l'Institut national de l'énergie solaire et Texol, qui est un bureau d'études qui travaille aussi sur le solaire. Pourquoi ces partenariats? En fait, il faut savoir qu'une installation solaire thermique, par exemple, ou une pompe à chaleur aujourd'hui, on peut l'installer, mais si on ne la suit pas, on ne sait finalement pas si elle fonctionne ou pas, et donc on ne sait pas si les investissements qui ont été faits sont au rendez-vous, et sur les économies qui étaient attendues pour les locataires, si effectivement on a bien ce qu'on attendait. Donc, typiquement, en fait, ces partenariats-là ont permis de mettre en œuvre tout un système de suivi en lien avec les exploitants, qui a permis de réduire le coût de maintenance des installations, mais qui permet aussi de savoir si ça fonctionne ou pas, et ça marche très bien aujourd'hui, puisque globalement, l'ensemble des installations fonctionnent. Quand il y en a une qui ne marche pas, on le sait, et ça nous permet d'intervenir de façon très ciblée. D'autres actions, on parlait du suivi, on insiste beaucoup là-dessus, parce que finalement, ça a dénoué pas mal de problématiques. On a mis en place un suivi mensuel pendant la saison de chauffe, en lien effectivement avec les exploitants, avec les relevés de compteurs qu'on pouvait avoir. Juste le fait de mettre en place ce suivi et de le dire à nos exploitants, ça a permis de faire une réduction directe la première année de 27 € en moyenne par logement par an. Alors, ça peut paraître pas énorme, mais on parle juste d'un contrôle. Donc, on voit bien la nécessité de pouvoir discuter avec ces professionnels, de pouvoir questionner quand quelque chose dérive. Et puis, le déploiement de systèmes de pilotage à distance, là, qui vont encore plus loin, sur lesquels les exploitants s'engagent à diminuer concrètement la consommation de chauffage. Et là, sur ces déploiements-là, on observe dès la première année de déploiement une économie moyenne de 100 € par logement concernés par la mise en place de ces dispositifs-là. Donc là, on parle simplement d'une amélioration de pilotage. Donc tout ça, c'est des actions qui sont à mener dans le cadre des différents partenariats et qui sont à inscrire dans la durée, évidemment, pour qu'ils puissent porter leurs fruits. Et c'est la création de ces métiers spécifiques et la montée en compétences des bailleurs qui permet d'aller aujourd'hui sur ce type de sujet. Donc, pour aller plus loin dans la coordination entre les différents bailleurs, Apsys a même créé un groupe énergie qui permet de rassembler l'ensemble des économes de flux au sein de ce groupe, avec des relations avec l'ALEC et la GEDEN, pour co-construire des outils d'aide à la décision, des outils de formation en lien avec des associations locales, du coup, et également de l'information, de partage de données, ce que disait tout à l'heure Karine. La mise en œuvre de réhabilitation performante sur notre parc a permis également donc un suivi plus précis. On peut voir dans l'illustration un exemple de mutualisation de résultats au sein d'Apsys. Depuis 2014, c'est des opérations que l'on suit sur 1 ou 2 ans, et donc un objectif de renouveler ces suivis énergétiques. Et on voit bien la tendance depuis 2014 qui est à la baisse, avec un objectif de niveau BBC rénovation qui était à 96 kWh par mètre carré pour ce type de parc. Et on a ce même suivi qui existe aussi pour le neuf, avec des objectifs qui se rapprochent aussi du niveau BBC et maintenant sur la RE 2020. Le partage de ces bonnes pratiques, les nouvelles technologies, l'optimisation des systèmes, ça permet vraiment à tous nos économes de flux et aux organismes de monter en compétences. Et on voit au fil des années donc des économies globales qui sont enregistrées entre
avant rénovation et après rénovation, une moyenne d'économie qui est de l'ordre de 30 à 40%. Donc les enjeux, hein, il y en a toujours, et je pense qu'en fait, on est dans un cycle qui est amené à se poursuivre. L'énergie est un enjeu pour différentes raisons. On l'aborde sous le terme de la précarité et des charges. Il est évidemment aussi un enjeu environnemental et climatique. Et ça tombe bien, en fait, tout ça va dans le même sens, et les actions qu'on met en œuvre d'un côté permettent en général d'axer aussi sur l'aspect charge. Donc, il faut absolument, évidemment, qu'on continue ces réhabilitations performantes, hein. Je pense que l'ensemble des bailleurs restent engagés de façon très importante sur ces travaux. Mettre en œuvre au fil de l'eau des travaux d'économie d'énergie. Là, on a parlé spécifiquement des réhabilitations, mais il faut savoir qu'il y a aussi, de façon permanente, dans le cadre de l'entretien courant, de l'amélioration. On va améliorer les fenêtres, on va améliorer un système de chauffage, voilà, de façon plus ponctuelle. On travaille, alors on l'a présenté, hein, Audrey l'a présenté par rapport aux locataires, ce qui avait pu être proposé. Mais les bailleurs, entre eux, en fonction de leur fonctionnement, travaillent aujourd'hui aussi à des groupements de commandes d'énergie, c'est-à-dire qu'on se rassemble à plusieurs organismes pour pouvoir présenter un volume d'achat plus important, et que ce volume d'achat permette d'avoir un prix plus intéressant au niveau des démarches, même si aujourd'hui, l'achat d'énergie reste une problématique centrale et très prégnante au vu des très fortes augmentations et de la non-application d'une partie de la protection tarifaire qui a pu être déployée sur certains de nos systèmes de chauffage. On continue évidemment à déployer le suivi, hein. Je pense que j'ai insisté sur la présentation, la diapo précédente. Il est vraiment important de regarder les résultats réels, il est important de qualifier notre travail, il est important de questionner quand les résultats ne sont pas en rendez-vous pour comprendre et puis améliorer notre façon de faire, et puis aussi garantir les résultats qu'on peut attendre. Anthony. Donc, on peut également souligner des bénéfices en interne au niveau des bailleurs. L'accompagnement que ça génère accru des économes de flux sur les projets qu'on peut mettre en place. C'est également un accompagnement des conseillères économiques et sociales et familiales quand elles ont des questions. C'est des gens qui sont référents chez nous, qui peuvent répondre et aider à passer des informations, à expliquer le fonctionnement d'une chaufferie, du fonctionnement de l'eau chaude et de toutes les charges qui sont calculées en fonction des dépenses énergétiques. On est aussi sollicité lorsqu'il y a des demandes de chèque énergie en partenariat avec nos fournisseurs. On a connu récemment en 2022 la mise en place des boucliers tarifaires, ce qui a nécessité pour nos économes de flux un travail de mobilisation et de renseignement des plateformes du ministère pour pouvoir répondre aux demandes de mise en place des boucliers. C'est une acculturation pour l'ensemble de nos collaborateurs et de nos résidents. Ils sont présents à des rencontres locataires et avec leur niveau d'expert à ce niveau-là, ils peuvent vraiment apporter une touche et une explication plus appliquée pour nos résidents. Enfin, l'évolution, on la suit, on la présente. On vous a illustré avec quelques images de ce qu'on peut présenter à des locataires quand on fait des économies sur avant et après travaux. Et l'objectif, c'est vraiment d'être transparent en comparant des consommations énergétiques, là où le suivi financier des consommations est beaucoup plus compliqué actuellement avec les évolutions du coût de l'énergie. Eh bien, merci beaucoup, Karine. Merci, Anthony. On arrive maintenant au terme de ce 7e webinaire. C'est bien, on est parfaitement dans les temps, voire même un peu d'avance. On va pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Mais donc c'était le 7e webinaire qui est organisé par Apsis et organisé cette fois en partenariat avec Un Toit pour tous. Vous avez pu constater que c'est véritablement l'action et la mobilisation qui permettent d'atténuer les impacts des hausses du coût de l'énergie. Ces quelques exemples ont, je l'espère, permis de vous montrer l'engagement et la mobilisation des bailleurs sociaux en Isère. Et il tend désormais de conclure. Je vais laisser la parole à Arthur L'Huissier, directeur d'Un Toit pour tous, qui a gentiment accepté de faire l'office de grand témoin, qui a suivi
assidûment ce webinaire et qui accepte d'être donc le grand témoin pour réagir à ce webinaire. C'est à vous, Arthur Lucie. Oui, bonjour, merci Guillaume, bonjour à tous. Je voulais revenir d'abord sur les ménages qui ne sont pas le prisme d'attaque premier de ce webinaire, et c'était voulu hein, dans le cycle de webinaires que nous avons, mais juste pour remettre en perspective, on a un enjeu impératif. Hein, les ménages précaires, ils ont un pourcentage de leurs dépenses contraintes, logement, énergie, mutuelle, etc., qui sont obligatoires, qui représentent 60 à 70% de leurs revenus. Donc évidemment, dès lors qu'on va voir évoluer ces postes-là et qu'on va avoir un impact à la hausse sur les coûts de la mutuelle, par exemple, ou de la santé, ou de l'énergie, ça va avoir un impact considérable pour l'ensemble des ménages français, mais particulièrement pour ces ménages-là qui vont voir encore un peu grignoter la faible part de leurs revenus qui peut leur rester une fois qu'ils ont payé toutes leurs dépenses contraintes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et même déterminant, y compris en termes de logement, parce que plus ces dépenses contraintes augmentent, plus il y a de risques qu'il y ait des impayés, qu'ils n'y arrivent pas et que ça puisse s'enchaîner derrière. C'est une tendance qui se croise aussi avec l'évolution mais dans le temps, de la typologie des ménages. On a de plus en plus de personnes qui vivent seules, et des personnes qui vivent seules, elles ont un abonnement d'énergie qu'elles partagent seules, alors qu'avant, elles le partageaient en famille. Et donc, on voit petit à petit des coûts unitaires de consommation qui sont augmentés pour les ménages. Alors, quand ça se croise avec une hausse du kilowattheure, on peut vite avoir des effets assez importants pour les ménages. On n'a pas des tendances dans l'avenir qui nous amènent à nous réjouir. Donc, ça rajoute à l'urgence et à l'enjeu d'agir. C'est ça que je voulais redire avant d'insister après sur ce qu'on a vu dans le webinaire. Moi, je suis frappé par la question de la compétence. Ça a été développé tout au long du webinaire. On a besoin de compétences. Les bailleurs en ont internalisé, travaillent avec des partenaires. On a des compétences techniques sur le bâtiment. On a des compétences d'accompagnement aux usages, voire même d'accompagnement social. Et ces compétences-là, ça nécessite de l'investissement. Ça nécessite de l'argent et ça nécessite de la stabilité pour qu'on puisse déployer des dispositifs dans le temps, les maintenir, les entretenir et les faire évoluer. Et c'est là où ça nous ramène à quelque chose de primordial, c'est qu'on ait bien des niveaux d'aide publique qui suivent sur ces questions d'investissement pour qu'on puisse faire fonctionner tout ça. Je donne des exemples très concrets. Nous, on fait aussi de la réhabilitation de logements. On a des logements où le poste chauffage, c'est-à-dire pour équiper le logement en chauffage avec une chaudière à condensation et des radiateurs, le poste autour de 4 à 5 000 euros sur un logement, il a pris 30% sur les quelques derniers mois. Parce que le matériel coûte plus cher, la main-d'œuvre coûte plus cher, et donc il va falloir dans l'opération intégrer ce surcoût si on veut maintenir un chauffage performant et donc avoir des charges très faibles pour le ménage. Bon, quand en face, les aides au logement, pour l'instant, qu'on nous donne pour produire du logement social sont stables, on voit bien que les difficultés sont devant nous pour pouvoir faire ces investissements. Donc, il y a vraiment un enjeu que le discours public qui souhaite venir soutenir les ménages, qui souhaite avoir un impact environnemental, il soit suivi d'efforts significatifs pour pouvoir accompagner aussi bien les investissements que les montées en compétences de nos professionnels et derrière des professionnels du bâtiment, parce que quand on évoque des techniques et des nouvelles technologies comme les chaudières, les pompes à chaleur, etc., et ça nécessite d'avoir des prestataires derrière qui savent installer, savent entretenir ces matériaux performants, et ça s'accompagne aussi dans le temps. Donc, il y a vraiment des enjeux. Je redonne encore des exemples après sur l'usage, parce que vous voyez qu'on parle de l'expertise des professionnels, il y a l'expertise des usagers et comment on les accompagne à ça. Nous, ça nous est arrivé de nombreuses fois d'avoir des usagers qui nous disent qu'ils ont des factures d'énergie ou de l'humidité dans leur logement alors qu'on vient de livrer un logement réhabilité, quasiment neuf, niveau BBC, et que vous avez assez vite de la moisissure dans la salle de bain. Bon, une visite s'impose, qu'est-ce qu'on peut voir? Une VMC bouchée avec peu importe le système qu'ils ont trouvé, parce que ça faisait trop de bruit ou ils n'étaient pas habitués à utiliser une VMC. On voit bien que là-dessus, on peut avoir derrière des problématiques assez importantes. Une autre dame qui nous dit, moi j'ai un logement tout neuf et j'ai des dépenses d'énergie extrêmement fortes. Et puis on regarde, et puis effectivement, son chauffage est bien réglé, enfin les collègues se rendent sur place,
Et on a convenu avec la dame qu'on allait mettre des capteurs dans son logement pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, on met des clés USB qui captent la température et l'analyse de ces clés-là ont permis de montrer que la dame, tout simplement, elle laissait la fenêtre ouverte pour que son chat puisse rentrer et sortir toute la journée et qu'elle n'avait pas fait le lien entre ça et ses factures d'énergie parce que son chauffage était bien réglé, elle faisait attention à tout un tas de choses. Voilà, bon, des choses toutes bêtes, hein, mais on se voit bien que nos ménages les plus précaires pour une partie, au-delà de toute l'expertise qu'on peut mettre au niveau de technique, il faut qu'on puisse être sûr de les accompagner en proximité. C'est le sens des actions qui ont été portées aujourd'hui et qu'il faut pouvoir maintenir. Donc moi, je suis vraiment frappé par cette notion d'expertise qu'il faut accompagner. Et quand on parle d'une filière énergie, une filière économie d'énergie, une filière réhabilitation en France, il faut vraiment qu'on mette le paquet là-dessus parce que toutes les expériences qui vous ont été présentées aujourd'hui, ça prend énormément de temps pour intégrer la compétence, le déployer et aboutir à des résultats qui, à long terme, produisent, à mon avis, et j'en suis convaincu, moi, des économies. On a des économies sur la santé des locataires, des économies au fait qu'on va réduire des impayés, des économies au fait qu'on va empêcher ou amoindrir des pathologies du bâtiment. Donc, il y a vraiment un enjeu de pouvoir en rentrer dans ce cercle vertueux. Et on a vraiment besoin, nous, acteurs de terrain, que ce soit producteurs de logements, accompagnateurs sociaux, etc., d'avoir des niveaux de financement qui nous permettent de sauter cette marche qui est en partie avancée, mais qui est encore largement devant nous. Un autre exemple qui est légèrement arrêté là-dessus et qui a été aussi abordé, la complexité pour les locataires aujourd'hui de changer de fournisseur d'énergie et de trouver le bon. Alors changer, c'est facile, maintenant, ça se fait très, très vite. Hein. Mais comment on choisit le bon ? Comment on choisit le bon et comment on ne se trompe pas, comment on ne se fait pas appâter par une offre qui en fait ne correspond pas à notre besoin et qui a 70 000 petites lignes en bas et qui vont faire que dans l'indexation et l'évolution après 3 mois, ça va être potentiellement catastrophique. Là, on est en face de quelque chose de très complexe. Enfin, je le dis même pour moi, c'est extrêmement complexe. Alors, pour un ménage précaire qui est sur d'autres problématiques en ce moment, qui a peu de temps à y consacrer, etc., on est vraiment en face de problématiques importantes et d'où le sujet qui est pris à bras-le-corps par les bailleurs sur ces éléments. Donc voilà, donc les nouvelles sont bonnes parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'en préoccupent et les témoignages aujourd'hui sont très satisfaisants, mais moi j'ai envie d'alerter sur la nécessité de pouvoir démultiplier, maintenir ces actions-là dans le temps parce que les enjeux et les marches à franchir devant nous dans les prochains mois ou prochaines années sont peut-être beaucoup plus hautes que celles qu'on a déjà avancées jusqu'à maintenant. Bien, merci beaucoup, Arthur. C'était vraiment passionnant comme retour. Et si je devais retenir qu'une seule phrase, c'était notamment d'aller chercher à simplifier la complexité finalement de ces enjeux énergétiques et que nous sommes tous acteurs autour de la table aujourd'hui à travailler justement sur cette simplification, faciliter la compréhension de ces enjeux énergétiques et aider les uns et les autres à mieux les comprendre. On a la chance d'avoir un petit peu de temps. Ce que je vous propose, il y a quelques questions qui ont été posées sur le chat. Je vais les prendre une par une et puis parmi les intervenants, s'il y en a un qui souhaite répondre, qu'il ouvre tout de suite sa caméra et il prendra la réponse. Donc, il y a la première question de Paul qui dit « Parmi les ménages qui se mobilisent sur les questions énergétiques, est-ce qu'il y a des ménages économiquement les plus précaires ?» Et il va même jusqu'à préciser le premier quartile. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Perrine. Je peux prendre la parole. Dans le cas de la plateforme de précarité énergétique, oui. C'est justement ces ménages les plus fragiles qui sont visés. Très bien. C'est succinct comme réponse. Bon, ça devrait suffire. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. On a dit justement, on essayait d'aller chercher de la simplification dans la complexité. Donc, des réponses simples, c'est parfait aussi pour tout le monde. On a une question qui est assez privée, mais je vais quand même la poser. Alors, on n'apportera pas une réponse précise à Christine, mais elle dit qu'elle a des amis dans le logement social, des chauffages à eau chaude au dernier étage. Les robinets des radiateurs n'agissent pas, le chauffage est constant, mais il fait très chaud et ils doivent ouvrir les fenêtres pour dormir. Alors, elle dit comment on fait pour que le bailleur puisse intervenir. Elle dit qu'elle n'arrive pas à obtenir un vrai contact et que les recharges sont très chères. Donc, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Ils cherchent à trouver une solution.
Donc, ça ne va pas être la réponse du bailleur, mais quelles sont les réponses que peuvent apporter les bailleurs dans ces moments-là? Alors, on ne va pas répondre à Christine particulièrement, mais est-ce que, de manière générale, quelqu'un peut faire une réponse globale pour Christine? Karine? Moi, je veux bien me lancer. Bon, effectivement, en fait, on n'est pas, hein, je ne sais plus qui l'a dit dans la présentation, on n'est pas derrière chacun des logements, on ne peut pas malheureusement. Donc, c'est essentiel que le locataire qui relève en fait une difficulté la relaie. Il y a plusieurs entrées par rapport à ça. Il y a en premier lieu le prestataire hein, qui, sur le papier, doit intervenir sur ce type de problématique, évidemment. Et puis ensuite, il y a le relais au niveau des agences de la proximité qui peuvent, si le prestataire n'a pas fait son travail de premier rideau, intervenir pour le faire se déplacer. C'est ce qu'on présentait aussi sur la mise en place du suivi et des objectifs. On a encore beaucoup à gagner sur les réglages. On travaille sur des campagnes de remplacement. Christine parlait des systèmes de thermostat. Voilà, des choses qui sont à changer régulièrement. Donc, ça permet aussi d'identifier et d'améliorer plus rapidement ces points-là. Il y a quand même des campagnes aujourd'hui qui se passent, mais il ne faut pas hésiter. Donc, premier rideau, l'exploitant de façon systématique. Hein. Il y a un exploitant pour le chauffage. Il ne faut pas hésiter à l'appeler. Et si ça ne passe pas, repasser par la proximité et l'agence, le contact qui a été donné par le bailleur pour faire valoir en fait cette intervention qui est toujours prise en compte dans les contrats. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Il me semble que l'on a fait le tour de toutes les questions. Merci beaucoup à tous. Hein. Merci à tous les participants. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous étiez aujourd'hui près d'une cinquantaine hein, en direct. Les questions posées, donc, elles ont fait l'objet d'une réponse aujourd'hui. Vous pouvez continuer à poser vos questions par mail hein, ou via notre site internet. Les coordonnées sont dans le chat. Gaël va les remettre à nouveau. Le prochain webinaire Apsis, lui, il aura lieu le mercredi 31 janvier à 14 h sous la forme d'une table ronde avec la participation exceptionnelle de Madame Emmanuelle Cos, qui est la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, de Monsieur Christophe Ferrari, le président de la métropole. On aura aussi un représentant du département de l'Isère et un maire isérois, bien sûr. Le prochain webinaire des rencontres Un toit pour tous aura lieu, lui, le 29 novembre à 8h30 sur le thème « Mieux articuler les enjeux écologiques et justice sociale dans l'accompagnement des plus précaires ». Il sera cette fois co-organisé par la Fédération des acteurs de la solidarité. N'oubliez pas de participer à la journée de clôture des rencontres Un toit pour tous le 6 décembre et de remplir le questionnaire d'évaluation qui va vous parvenir. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.